Bienvenue dans le débat. Donald Trump a prononcé le discours sur l'état de l'Union le plus long de l'histoire télévisée des États-Unis. 1h47. Il s'en est pris violemment aux démocrates. 30 d'entre eux ont d'ailleurs boycotté le discours. Trump a déploré la décision de la Cour suprême de remettre en cause la plupart des droits de douane, tout en affirmant que les accords passés avec les différents pays se maintiendraient. Il a ajouté avoir ressuscité l'économie américaine après avoir hérité d'une crise. À 9 mois des élections de mi-mandat, les sondages montrent que l'économie est au centre des préoccupations des Américains. Et la cote de popularité de Donald Trump a baissé en un an. Elle est passée de 52% à 41%. On va revenir sur ce long discours et sur la polarisation extrême du Congrès. Quelles sont les conséquences de la décision de la Cour suprême? Trump va-t-il passer outre et quel impact aux États-Unis et dans le monde? La bataille pour les prochaines élections est lancée. On en parle avec mes invités. Benjamin Corriat est avec nous ce soir. Bonsoir. Vous êtes professeur émérite de sciences économiques à l'Université Sorbonne Paris-Nord et membre des économistes atterrés. En face de vous, nous avons Elvire Fabry. Bonsoir. Bonsoir. Directrice du programme Commerce et Sécurité économique à l'Institut Jacques Delors. Indiane est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes analyste géopolitique, spécialiste des États-Unis et vous avez aussi d'ailleurs collaboré avec l'administration Obama. Christian Hanley est avec nous ce soir en direct de Washington. Bonsoir Christian. Vous êtes analyste politique et consultant pour les candidats démocrates. 1h47 de discours à 9 mois des élections de mi-mandat. Trump s'est attaqué violemment aux démocrates. On va d'abord l'écouter. Après seulement un an, je peux affirmer avec dignité et fierté que nous avons accompli une transformation sans précédent et un revirement historique. L'inflation chute, les revenus augmentent vite, l'économie est plus rugissante que jamais. Économie rugissante et une diatribe contre les démocrates. Vous devriez avoir honte de ne pas vous lever. Vous devriez avoir honte de vous. Regardez, personne ne se lève. Ces gens sont fous. Je vous le dis, ils sont fous. Eh bien, nous avons de la chance d'avoir un pays avec des gens comme ça. Les démocrates détruisent notre pays, mais nous les avons stoppés juste à temps, n'est-ce pas ? Indiane, bon, alors on va avoir un petit extrait là. On a vu l'ambiance, Donald Trump qui parle à la fois d'un âge d'or de l'Amérique quand il parle de son bilan et en même temps une vraie diatribe, une nouvelle fois contre les démocrates, qui d'ailleurs les chefs de file des démocrates n'ont même pas accueilli quand il est arrivé justement pour faire son discours. On est vraiment au maximum de la polarisation. Oui, la polarisation à son extrême, à son summum. Après, il faut aussi prendre en compte le fait qu'à chaque fois qu'il prend la parole, notamment lorsqu'il a des démocrates devant lui, il les prend à partie et il le fait de manière calculée. Le moment où il les pointe des doigts, un de ces moments les plus importants où il leur dit que ce sont des gens qui sont fous, c'est juste après avoir mis en scène un moment qui était un vrai moment de télé, c'est-à-dire qu'il a dit les personnes qui sont d'accord avec moi que le gouvernement américain doit d'abord et avant tout protéger les Américains et non pas les immigrants illégaux, il faut se lever, donc les démocrates ne se lèvent pas et là il les pointe du doigt. Donc en fait c'est un piège dans lequel il les fait tomber de manière un peu comme le showman. C'est du spectacle. C'est beaucoup du spectacle, surtout ce moment en particulier, mais en fait c'est pas quelque chose particulièrement de nouveau, mais c'est intéressant de voir comment aussi les démocrates ont réagi à ce spectacle qui a été mis en place par Donald Trump. Autre réaction de la part des démocrates, Christian Hanley, vous qui les conseillez, ces démocrates à Washington, il y a 30 députés et sénateurs démocrates qui étaient présents, mais pas au sein du Congrès. Ils étaient devant le Congrès. Ils ont littéralement boycotté le discours de Trump. Pourquoi ? Bien, parce qu'on sait déjà l'état dans lequel on se trouve maintenant. L'état de notre union s'est affaibli à cause de Donald Trump. Et on savait déjà avant le discours d'hier soir qu'il allait être un discours très sombre, rempli de mensonges et des attaques contre non seulement les démocrates, mais les communautés immigrées et d'autres communautés américaines, excusez-moi. Donc, on savait déjà le contenu de ce discours avant et il y avait beaucoup de démocrates qui voulaient présenter un autre regard sur l'état de notre pays. Et c'est pour ça qu'on a fait ce contre-programme, si vous voulez, hors du Congrès.
un boycott d'un certain nombre de démocrates, Benjamin Corriard. L'autre image assez intéressante et un peu l'image choc présentée par Donald Trump, c'est cette équipe justement de hockey sur glace américaine qui était donc présente, qu'il a appelée, c'est celle qui a gagné les Jeux Olympiques d'hiver à Milan-Cortina. Ça, c'est l'Amérique qui gagne, hein. C'est ça, ce spectacle de Donald Trump. C'est une allusion finalement à son bilan économique, en fait, tel qu'il le présente. Oui, il présente ce qu'il peut, hein. C'est-à-dire pas lui. Vous allez gagner très gros. L'équipe du hockey des États-Unis. Il faut signaler d'ailleurs et leur rendre hommage que l'équipe des femmes a refusé de participer à cette mascarade. Non, c'est quand même, non seulement c'est pitoyable, mais moi ce qui me frappe quand même, c'est cette pratique systématique d'appropriation des moyens de l'État qui appartient pas au président, qui appartient à l'État, des grandes cérémonies de l'État républicain. L'État de l'Union, c'est un monument quand même, je veux dire, pour en faire une opération privative, d'offensive, absolument tous azimuts et totalement manipulée vis-à-vis de son opposition. C'est très choquant quand même, c'est très choquant. Moi je ne m'habitue pas. Elvire Fabry, vous vous habituez, vous, en tout cas, les chiffres macro, hein, quand on les regarde, macroéconomiques, ne parlent pas vraiment de glorification de l'Amérique. Taux de croissance en 2025, 2 à 2,3%, c'est-à-dire moins forte qu'en 2024, puisqu'elle était à 2,8%, cette croissance, donc plutôt moins 0,6%. En un an, taux d'inflation 2,7% à 3% sur l'année 2025 contre 2,9% en 2024. Donc l'inflation est vraiment stable, elle n'a pas vraiment baissé. Et pourtant, il glorifie ce bilan économique de l'Amérique. C'est pour ça qu'il fallait qu'il enchaîne plutôt les conclusions des constats généraux plutôt que de donner des chiffres de manière appuyée. Et il valait mieux que le discours soit long pour enrober tout. C'est un peu pour noyer le poisson, vous pensez que... Oui, non. Dans la longueur. Il fallait qu'il se réimpose lui-même comme figure. On est maintenant, ça y est, à quelques mois des midterms. Donc cette polarisation que l'on évoquait, elle vient encore de se renforcer, alors que les démocrates reprennent un second souffle après la décision de la Cour suprême. On va en parler. Et donc là, évidemment, c'était un exercice de réaffirmation de Donald Trump. Et comme toujours, on sait qu'il plus c'est gros, plus ça passe, mieux ça passe. Et en effet, les chiffres de l'économie américaine sont... Alors, je dirais qu'il faut rester quand même relativement prudent parce qu'ils sont moins bons que 2024. Mais enfin, c'est quand même encore une croissance qui est solide et qui est tirée par le secteur de l'intelligence artificielle dans lequel des investissements américains colossaux sont en train quand même de donner un coup de booster à cette économie. Et que le coût de l'inflation, il est là. Et notamment à cause des droits de douane. Il est largement au-dessus des fameux 2% que souhaiterait la Fed, hein. 2,9% le taux d'inflation. Hein, absolument, mais l'impact des droits de douane n'est pas encore complet, parce qu'il y avait eu toute la phase de stockage qui fait que pour le moment, on n'est encore que dans les premières estimations. Il va falloir attendre de voir sur l'année 2026. Donc elle risque encore de monter, c'est ça que vous voulez dire ? Oui, bien sûr, tout à fait. Alors on va voir quel va être l'impact en plus de l'incertitude rajoutée par les dernières mesures. Oui. On va revenir sur l'impact économique de la Cour suprême. Juste avant, Indiane, une question sur cette approche du 250e anniversaire, tout de même de la déclaration de l'indépendance. C'est aussi la raison pour laquelle il a voulu mettre en avant ce patriotisme, cette équipe de hockey sur glace, non ? Oui, alors en fait, il a conclu son discours avec un éloge très poétique des États-Unis, du fait que l'Amérique avait été construite avec des idéaux, avec la volonté de rendre le monde plus libre, de rendre le monde plus juste. Et finalement, en fait, ça a fait référence aussi à cet idéalisme trumpien, même si on pense souvent que Donald Trump est uniquement pragmatique. Il est aussi, dans une certaine mesure, un idéaliste qui pense que les États-Unis, c'est pour toujours, que les États-Unis, c'est le plus grand pays de tous les temps. C'est même pas le plus grand pays aujourd'hui. Vous diriez idéaliste, vous ? Je dirais que c'est des idéaux c'est une forme d'idéalisme à l'américaine, c'est-à-dire l'Amérique, c'est le pays le plus puissant, le plus fort, et c'est un pays qu'on ne pourra jamais détrôner. Et honnêtement, pour penser ça, il faut être un petit peu idéaliste, parce qu'on sait très bien, lorsqu'on regarde l'histoire, que mégalomane. Il n'y a pas. Oui, mais là, pour le coup, c'est vraiment son pays. Il pense que les États-Unis, il y a beaucoup d'Américains aussi qui pensent ça, que les États-Unis sont un pays qui est éternel, qui aura toujours une domination sur le monde et qui aura toujours sa place dans le monde. Colin Powell, il y a 20 ans de ça,
ça, disait que les États-Unis avaient une place dans l'histoire, une place particulière comme n'importe quel autre pays, enfin pas comme n'importe quel autre pays plutôt. Donc c'est une forme d'idéalisme, alors qui est de l'autre côté, et s'ajoute à ça beaucoup de réalisme très belliqueux. Mais lorsque vous regardez la façon dont il parle des États-Unis, c'est presque poétique. On pourrait presque oublier le fait qu'il a fait un mini coup d'État au Venezuela pour prendre à Maduro, et puis il est en train de penser aussi à l'Iran, à mener une action militaire en Iran. Christian Henley, il y avait une part d'idéalisme dans le discours de Trump, à votre avis, pour réagir sur ce que Indian vient de dire? Oui, bien sûr. Pour être si fier de tout ce qu'il fait, il doit être une sorte d'idéaliste, c'est clair, mais une idéaliste qui sait pas l'histoire, qui comprend pas ce qu'il fait à notre pays, à nos systèmes politiques, légaux et autres, économiques aussi. Mais c'est clair qu'il a une sorte d'idéalisme unique, si j'ose le dire. Pourtant, on avait des pères fondateurs qui savaient que l'Amérique, c'est un pays, mais un pays créé par des hommes, des êtres humains, des gens normaux. Et c'est pour ça qu'on a fait dans notre Constitution ces divisions dans les structures de pouvoir et des règles, non seulement des traditions, mais des règles concrètes pour protéger la République des forces des êtres humains. Et c'est ça que l'administration de Trump est en train de détruire, nos systèmes, nos structures gouvernementales. En même temps, ils sont très idéalistes, c'est clair. Et c'est pour ça qu'on fait cette mise en scène. Justement, vous parliez de séparation des pouvoirs, parce que ça aussi, c'est dans la Constitution américaine. Et on va revenir sur cette décision de la Cour suprême des États-Unis, donc qui a déclaré que la plupart des droits de douane émis par l'administration Trump étaient illégaux. Il en a parlé, bien sûr, Donald Trump, lors de son discours de l'Union. On l'écoute. Il y a tout juste 4 jours, la Cour suprême des États-Unis a rendu une décision malheureuse. Une décision très malheureuse. Très malheureuse et regrettable. Et en même temps, ce qui est assez intéressant, Benjamin Correa, c'est qu'il y avait 4 membres de la Cour suprême, dont le chef, d'ailleurs, le chef qui s'appelle John Roberts, exactement, qui est le chef de la Cour suprême, qui lui est un conservateur. Il avait été nommé par W. Bush. Il y avait aussi la juge Amy Coney Barrett, présente, là on les voit tous les 4, qui elle a été nommée par Trump. Il y avait le juge Brett Kavanaugh, et puis la juge Elena Kagan, qui elle est une progressiste. Et bien sûr, les 3 conservateurs qui étaient là, 2 ont voté pour l'illégalité de ces droits de douane et ils étaient présents. Selon cette décision de la Cour suprême, l'International Emergency Economic Power Act n'autorise pas le président à imposer ces droits de douane. Donc finalement, ces droits de douane sont illégaux. Ça, c'est la décision de la Cour suprême. Ça va changer quand même les choses. Là, c'est la première fois que le pouvoir judiciaire prend un peu sa place. Oui. Donc en tout cas, en disant à l'exécutif, là, vous allez trop loin. Oui, il y a 2 choses là. Il y a 2 choses. Premièrement, bien que la Cour suprême soit extrêmement déséquilibrée avec tous ces juges conservateurs... Et la majorité conservatrice. Voilà, ultra-conservateurs nommés par Trump lui-même. Le fait qu'elle ait pris cette position, évidemment, c'est une excellente chose, mais ce n'est pas vraiment surprenant. Enfin, j'ai déjà eu l'occasion de dire, à ce micro même, je crois, que dans le cas des États-Unis, la question des droits de douane est l'objet d'un compromis fondamental entre les nordistes qui étaient protectionnistes et les sudistes qui étaient libre-échangistes. Et donc, la condition de la Constitution des États-Unis, c'était que la question des droits de douane ne soit pas entre les mains d'un homme et pas dans celle du président. Donc, je veux dire, la Cour suprême, elle était vraiment un peu coincée là. Donc, moi, je m'emballe pas, j'attends pas 150 000 décisions de la Cour suprême contre Trump. Bon, ça, c'est un premier point. Alors maintenant, sur les conséquences, elles sont très, très sérieuses. Elles sont très, très sérieuses parce que ce qui est éliminé, c'est simplement les droits de douane réciproques, c'est-à-dire cette décision discrétionnaire d'imposer des droits de douane à tous les pays du monde, comme le président l'entend. C'est très grave parce que c'est non seulement un outil économique qu'utilise Trump, mais c'est aussi un outil politique. Rappelons-nous le Brésil, qui poursuit Bolsonaro en fonction des lois nationales, hop, 50% de droits de douane. Rappelons-nous le Groenland, où l'Europe essaye de défendre l'indépendance et l'autonomie d'un pays. Hop, voilà. Donc il perd 2 choses. Il perd son arme politique favorite.
il perd son arme politique favorite et un outil politique essentiel. Alors, on va en discuter, il va pouvoir revenir par d'autres côtés, mais ça sera beaucoup plus difficile. Vous pensez ? Alors, ce qui est intéressant, en fait, c'est que dans la décision, les juges de la Cour suprême ont dit, en fait, il y a un raisonnement qui est très important qu'il faut comprendre. Le raisonnement, c'est qu'ils pensent que si le président se permet, à partir de cette loi de 77 d'urgence économique, de mettre en place des droits de douane qui sont excessifs, qui sont beaucoup trop élevés, beaucoup trop importants, ce n'est pas possible. Il faut qu'il revienne au Congrès. Donc, en fait, ce que les juges de la Cour suprême disent, c'est que c'est au Congrès de décider de ces droits de douane. Ce n'est pas Ils au reviennent président sur la séparation de des faire pouvoirs. cela. Tout à fait. Mais en fait, ils ne disent pas si c'est bien ou pas. C'est juste qu'il y a un moment où c'est au Congrès qu'il faut revenir. Maintenant, effectivement, il y a des mécanismes aux États-Unis, dans le droit américain, qui pourraient lui permettre très rapidement de continuer à imposer ses droits de douane. Il y a aussi des mécanismes qui sont géopolitiques et politiques, dont il a aussi parlé dans son discours. C'est-à-dire que lorsque vous avez Donald Trump qui vous met la pression, même si la Cour suprême a dit que ça allait être compliqué de continuer avec l'acte de 77, vous allez plutôt avoir intérêt, en tant que pays, face aux États-Unis, à accepter ces conditions. Donc le pouvoir d'influence des États-Unis et de l'administration de Donald Trump va au-delà de cette décision, ce qui fait que probablement sur le moyen long terme, ça aura peu d'impact, en tout cas sous l'administration Trump, la décision qu'on a eue. Mais elle est importante parce que, surtout, vous avez quand même... Elle pose un principe. Elle pose un principe, et elle pose aussi le principe que les juges de la Cour suprême, que Donald Trump le veuille ou pas, sont neutres. Même s'ils ont été choisis par lui, ils vont prendre des décisions qui, selon eux, sont en accord avec la Constitution. Et c'est ça, ils sont attachés tout de même à la Constitution, ces juges de la Cour suprême, même lorsqu'ils sont conservateurs, et en tout cas sur ce sujet de la séparation des pouvoirs. Alors il a riposté immédiatement, Donald Trump, il l'a mentionné d'ailleurs lors de son discours de l'Union, en utilisant donc un autre décret. Il a imposé des droits de douane de 10% donc à tous les pays, et ça pendant 150 jours. Alors il parvient... Il ne peut pas faire autrement. Oui, que pendant 150 jours. Il va donc contourner cet arrêt de la Cour suprême d'une manière ou d'une autre. Et d'ailleurs, il a dit lors de son discours que de toute façon, les pays ne voudront pas forcément revenir sur les accords qu'il a déjà eus avec eux. Qu'en pensez-vous, Elvire Fabrice ? C'est le chaos, là ? Cette décision de la Cour suprême, elle invalide en effet le fondement juridique des droits de douane qui ont été appliqués, qui ont servi de levier pour négocier ces accords bilatéraux. Ce qui veut dire que maintenant, c'est un peu dans les mains des pays tiers de décider s'ils honorent ou pas leurs engagements. Et alors, il y a quand même je dirais, dans ce brouillard, il y a une énorme zone d'ombre encore sur le fait qu'il applique 10% ou 15%. Oui, parce qu'il a aussi dit 15%. Ça n'est pas clair, parce que dès le lendemain, il affichait 15%. Finalement, on semble revenir à 10%. Ça n'est pas encore décidé. Et ça aurait un impact décisif sur les relations avec les pays tiers. Parce que si on prend simplement le cas de la Commission européenne, par exemple. Voilà, de l'Union européenne. Spécialité. Cet accord, il était à 15% de droits de douane entre l'Union européenne et il y avait un plafond à 15%. Simplement, les nouveaux droits de douane qui seraient appliqués, là, c'est en plus des droits qu'on appelle les droits de la nation la plus favorisée, les droits de l'Organisation mondiale du commerce sur lesquels on s'est accordé. Et ça veut dire qu'on dépasserait le seuil des 15% pour un certain nombre de produits. Donc en fait, les termes de cet accord ne seraient pas respectés, ce qui a incité déjà le Parlement européen à dire on gèle la ratification, on ne va pas s'engager sur un accord dont on sait que les États-Unis vont peut-être déjà violer les termes de l'accord. Et puis surtout, là, ce qu'il faut voir, c'est l'impact immédiat de ces droits de douane. On va voir comment ils se stabilisent. Et puis, en effet, les recours qu'il peut avoir par ailleurs. Parce qu'il y a des sociétés qui veulent être remboursées. Alors ça, je dirais que malheureusement... Des sociétés américaines, des États. Malheureusement, ça ne nous concerne pas beaucoup, nous, du point de vue de nos entreprises européennes qui exportent, parce que ça va être surtout un sujet national. Oui. Parce que ce qui est intéressant aussi dans l'avis de la Cour suprême, c'est qu'elle dit que ce sont une taxe, des impôts, et non pas, et non pas des droits de douane. C'est donc, un ça a été dit clairement. Sur les Américains. Exactement. Et en fait, ça corrobore ce que les analyses économiques ont montré, y compris celle de la Fed de New York, dit que 90% du coût de ces droits de douane, il faut rappeler qu'aujourd'hui, c'est une enveloppe estimée à 175 milliards de dollars, sont supportés par les entreprises et les citoyens américains, d'où cette inflation. Donc ça a un impact majeur, mais Donald Trump a d'autres outils à disposition. Il vient d'en utiliser un, le 122. Sans vous donner plus de détails, le 232, le 301, on a déjà des droits de douane qui sont appliqués à travers ces outils. Et il vient de lancer il y a des enquêtes en cours et il y a des nouvelles procédures qu'il vient à nouveau de lancer. Et le vrai souci que l'on va avoir, c'est ce qui peut déboucher
à travers justement cet instrument 301 qui se concentre sur des problèmes de concurrence déloyale. Et une fois qu'une enquête a décidé qu'un partenaire, un pays tiers, imposait des conditions déloyales de concurrence, ça va donner beaucoup de marge de manœuvre à Donald Trump pour, à ce moment-là, décider de droits de douane et augmenter par executive order. Donc, ils redeviendront sectoriels. Là, on rentre vraiment dans un côté technique, mais on voit quand même, Christian Hanley, je voulais vous faire réagir là-dessus, que donc il va utiliser des outils, on voit qu'il a une marge de manœuvre, mais que tout devient tout de même complexe, puisqu'il va tout de même y avoir des procédures de la part de sociétés américaines. On entendait Walmart, par exemple. Eux, ils ont eu un manque à gagner, évidemment, en payant ces droits de douane. Ils veulent récupérer leur manque à gagner. Ils ne sont pas les seuls. Il y a les États américains aussi qui voudraient récupérer une partie de... Donc, il va y avoir des procédures liées à cette simple décision de la Cour suprême. Oui, des procès qui peuvent durer des années. Il y a déjà le gouverneur de l'Illinois qui a envoyé une lettre très, je dirais, sarcastique à la Maison-Blanche la semaine dernière, je crois, sur ce sujet. Il y a des grandes entreprises comme, par exemple, Walmart, comme vous venez de dire, qui achètent beaucoup de produits de la Chine et d'ailleurs, qui veulent récupérer ces fonds. Et en plus, il y a des consommateurs américains qui paient ces impôts. Ce sont en effet des impôts. En fait, c'était le message, le narratif de la campagne de Trump en 2016 et en 2020 aussi et 2024. C'était toujours la question de l'inflation et de la coût de vie ici aux États-Unis. Et à cause de ces décisions faites par son administration, faites par lui, le coût de la vie aux États-Unis a beaucoup grandi et il y a beaucoup de consommateurs américains, même des électeurs qui ont voté pour Donald Trump, qui perdent beaucoup d'argent et qui souffrent en ce moment. Et ils savent que c'est à cause de ces décisions de la Maison-Blanche. Alors on va l'écouter justement, Donald Trump, parce qu'on a bien dit qu'il en faisait un combat politique de cette hausse des droits de douane. Et voilà ce qu'il en a dit justement lors de son discours de l'Union. Et avec le temps, je suis convaincu que les droits de douane acquittés par les pays étrangers finiront, comme par le passé, par remplacer en grande partie le système moderne d'impôt sur le revenu, allégeant ainsi considérablement le fardeau financier qui pèse sur les citoyens que j'aime tant. C'est ça la philosophie tout de même de ces droits de douane. Oui. C'est intéressant de le mentionner, c'est-à-dire remplacer l'impôt sur le revenu, donc du citoyen américain, par des droits de douane qui sont quand même répercutés sur le citoyen américain. Oui, mais il y a deux choses qu'il Donc il y a une idéologie derrière. Oui, bien sûr qu'il y a une idéologie. Mais il y a deux choses qu'il ne dit pas et qu'il devrait savoir. La première chose, c'est qu'il s'inspire d'un président américain du 19e qui avait... McKinley ou Oui, c'est ça. Oui. Qui avait initié cette affaire. Le résultat a été qu'au cours même de sa mandature, il est revenu en arrière parce que ça avait créé un chaos dans le commerce et dans l'économie nationale. La deuxième chose qu'il ne dit pas, c'est que, et qu'il doit savoir quand même, c'est que les montants de revenus perçus à travers la taxation des produits étrangers entrant sur le pays sont dans une proportion, j'ai presque envie de dire, dérisoire. C'est de l'ordre du 10e par rapport à ce qu'est l'impôt sur le revenu. Donc là encore, c'est une espèce de déclaration donc sur le budget, ça aura démagogique vis-à-vis du peuple américain pour leur faire croire que c'était possible. Mais il n'y a pas un économiste au monde qui peut considérer ou qui peut valider l'idée que les montants concernés sont de même nature que ceux qui proviennent de l'impôt. Donc c'est du Trump. Oui. C'est du Trump. C'est un déni de réalité. Un déni de réalité avec une vraie idéologie derrière, de dire voilà, on va supprimer. Alors il a poursuivi, disons, ces baisses d'impôts qu'il avait mis en place lors de Trump 1. Il les a poursuivis, mais dans une très grande, moindre mesure que justement cette hausse des droits de douane, en disant voilà, on augmente les droits de douane, mais je vais baisser les impôts sur tous les revenus des Américains. C'est quand même en fait, il y a une politique économique, c'est ça, politique économique. Il y a deux dynamiques. Oui. La première, c'est qu'il a compris très très tôt que ce qui allait lui permettre de gagner dans les urnes, ça allait être l'économie, et en particulier le porte-monnaie des Américains et des Américains moyens, c'est-à-dire des classes moyennes, des travailleurs dont il parle souvent. Et là, c'est un échec quand on regarde.
Alors, c'est-à-dire que c'est un sujet pour lui qui est important parce que quand même, il y a beaucoup d'Américains qui ont senti que peut-être que leur niveau de vie n'a pas beaucoup augmenté sous Donald Trump pendant sa première mandature, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui leur parlait. La vérité, c'est que quand même, les démocrates ont pendant longtemps estimé que cet électorat travailleur, cet électorat de classe moyenne était moins important parce que c'est ce que les données, les recherches sur les données disaient. Il y avait d'autres franges de la population qui étaient plus importantes. Donc même si le niveau de vie n'est pas spectaculaire pour beaucoup de personnes, il n'empêche que certaines personnes ressentent qu'il y a une différence. Ils l'ont ressenti pendant la première mandature de Donald Trump. Et surtout, certaines personnes ont l'impression d'être écoutées. Et ça, lorsque vous êtes écouté en tant qu'électeur, lorsqu'on vous parle de votre porte-monnaie, c'est important. Oui, mais là, le coût de la vie, c'est la première chose. Le coût de la vie est toujours celui qui était même pire qu'avant. Alors, ça dépend des villes aux États-Unis. Il y a des endroits où il y a des familles qui s'en sortent beaucoup mieux. C'est pas que le coût de la vie est nécessairement plus mauvais qu'avant, c'est qu'en fait, il y a des disparités qu'il y avait toujours avant, mais il y a aujourd'hui des personnes, de facto, qui votent pour Trump parce qu'elles gagnent plus, parce qu'elles sentent que ça coûte moins cher pour elles et elles gagnent plus. Ce n'est pas le cas de tout le monde, mais il n'empêche que c'est une partie de son électorat. Le deuxième point, et ça c'est extrêmement important, pour lui, les droits de douane, c'est un instrument de pression, que ce soit une pression économique, pression politique, pression géopolitique. Il l'utilise en permanence et ça n'a jamais été pour lui une question de simplement idéologiquement, j'ai envie d'avoir tel ou tel résultat parce que je pense que pour une idéologie MAGA, ça pourrait être pertinent. Non, c'est vraiment de façon très pragmatique pour mon électorat, c'est important pour mettre en place un certain nombre de mécanismes d'influence sur certaines puissances. Et il l'a dit dans son discours, il a dit si j'avais pas les droits de douane, il y a plein de choses que je pourrais pas faire, surtout dans la politique étrangère. C'est toujours l'instrument politique dont on parle, Elvie Fabry. Mais ce qui est intéressant tout de même dans justement l'Institut Kiel, par exemple, qui dit que c'est le consommateur américain qui paye ses droits de douane. Donc vous disiez, c'est 175 milliards de dollars qui ont été récupérés en un an à peu près. Donc 4% seulement sur les exportateurs et 94%, et ça c'est la Fed de New York qui le dit, la répercussion est à hauteur de 94% sur le consommateur américain. Alors il y a peut-être des disparités, mais en moyenne, c'est sur le consommateur que ça pèse finalement. C'est lui qui en paye le prix. C'est ça qui est paradoxal. C'est-à-dire qu'il veut finalement faire en sorte qu'il n'y ait plus d'impôts sur le revenu, mais ces droits de douane sont répercutés sur le consommateur. Donc il faudrait que ces droits de douane soient bien moindres que l'impôt sur le revenu. Et d'ailleurs, en termes budgétaires, l'État fédéral s'y retrouverait pas, évidemment. Mais les analyses de nombreux économistes je dirais, de la scène internationale s'accordaient sur le fait qu'il y aurait cette répercussion en termes d'inflation. Et en effet, on est sur des estimations qui jouent sur quelques points, mais on voit bien en tout cas le 2,5 et 3% de taux d'inflation. Et là, on parle des consommateurs, mais il y a aussi je dirais, l'impact sur tout le tissu industriel. C'est un autre échec, c'est que la stratégie de Donald Trump, elle vise à attirer les investissements étrangers pour contourner en fait ces droits de douane, plutôt investir aux États-Unis pour accéder au marché américain. Et au-delà des premières annonces qu'il y a eu au début de son mandat, on ne voit pas du tout actuellement un énorme courant d'investissements étrangers qui se dirige vers les États-Unis. Il y a eu un effet d'annonce tout de même au début, non ? Oui, alors il y avait des projets qui étaient déjà dans le tube, si je puis dire, et qui sont venus se mettre en vitrine parce que c'était une façon aussi de bien se faire voir de l'administration américaine et qui était validée en début de mandat, mais on ne voit pas du tout actuellement un pic d'investissement étranger. Ce que l'on voit, c'est beaucoup de l'investissement américain aux États-Unis, encore une fois, dans le secteur de l'IA. Et au contraire, les entreprises étrangères restent pour le moment en attente de voir comment évolue ce marché, quelle est la stabilité, On voit bien qu'avec une mesure comme celle de la Cour suprême, ça fait quand même bouger sérieusement les curseurs. Et comme vous venez de le rappeler, il va pas lâcher l'instrument des droits de douane. Oui. Donc il va se concentrer sur des secteurs, en particulier celui de la pharmacie, parce qu'il a des projets très très offensifs sur toute l'industrie pharmaceutique européenne. Et ça, il va pouvoir le faire. Et ça, une fois qu'il aura une enquête 301 de cet instrument qui aboutira, qui lui donnera à nouveau les rênes pour appliquer ces droits de douane, il saura les manipuler. Donc il ne faut pas se dire que ça y est, c'est une parenthèse qui est en train gentiment de se calmer. Au contraire, je dirais que la frustration d'un Donald Trump actuel peut déboucher sur des mesures encore plus offensives.
et à relativement court terme, parce qu'il a demandé à ce que ces Mais enquêtes... ça serait 150 jours, ces mesures, elles sont quand même... Oui, mais là, les enquêtes des autres instruments, qui normalement peuvent prendre entre 6 et 12 mois, pourraient prendre quelques semaines, parce qu'il va leur... il va vouloir... Enfin, il est déjà en train de les mettre sous pression pour que ça se fasse rapidement. Donc on attend la riposte. Un mot, Christian Henley, puisque les démocrates, le Congrès, parce qu'en fait, ils l'utilisent comme un instrument politique pour finalement asseoir un pouvoir exécutif qu'il rend de plus en plus grand depuis qu'il est au pouvoir, Donald Trump. Pourquoi est-ce que le Congrès, qui a majorité républicains, pourquoi est-ce qu'ils ne prennent pas le flambeau? À la limite, ils pourraient dire, écoutez, nous, on va reprendre, on est républicains, donc on a voté pour Trump, on va reprendre le flambeau des droits de douane et on va voter, on va faire ça, je veux dire, dans le respect des règles, dans le respect de la Constitution. On va voter, nous, ces fameux droits de douane. C'est une très bonne question. Il n'y a personne qui a la bonne réponse, je crois. Parce que typiquement, ça serait le rôle du Congrès, même si on a une majorité du même parti du président. Donc, typiquement, oui, les républicains feraient exactement cela. On aurait des projets de loi pour faire des lois autour de ces projets de la Maison-Blanche, mais il n'y a personne qui peut dire franchement pourquoi les républicains dans le Congrès refusent d'agir. Typiquement, même si ils ne voulaient pas confronter la Maison-Blanche, même s'ils font partie du même parti politique, ça serait l'action typique. Mais honnêtement, il n'y a que des républicains dans le Congrès qui sont là pour être photographiés, je crois, autour du président. Donc ils le laissent faire en fait. Ils laissent l'exécutif s'étendre, étendre son pouvoir. Mais il y a une bataille politique évidemment qui se livre en ce moment puisqu'on est à 9 mois des élections de mi-mandat. En général, le président perd sa couleur politique. C'est le plus souvent lors de l'élection de mi-mandat. Et on va voir ce qu'en dit justement la gouverneure de Virginie, la démocrate Abigail Spanberger, qui a été, elle, élue il n'y a pas très longtemps. Voilà sa réaction. Depuis que ce président a pris ses fonctions l'année dernière, ses politiques commerciales imprudentes ont contraint les familles américaines à payer plus de 1 700 $ chacune en droits de douane. Les petites entreprises ont souffert, les agriculteurs ont souffert, certains ont même perdu l'intégralité de leur marché. Les Américains ordinaires en paient le prix chaque jour. Et même si la Cour suprême a invalidé ces droits de douane il y a 4 jours, pour nous, peuple américain, le mal est déjà fait. Benjamin Correa, c'est It's Economy Stupid. L'économie va être au centre de cette campagne. Et d'ailleurs, quand on regarde la cote de popularité de Donald Trump, elle a baissé en un an. Elle est passée de 52% à 41%, selon justement, vous voyez s'afficher. Et d'ailleurs, selon un sondage cité par CNN, les Américains n'approuvent pas, ils sont vraiment largement majoritaires à ne pas approuver Trump sur ses décisions. Ils disent qu'il ne s'occupe pas suffisamment des problèmes du pays. Donc là, ça va être quand même au cœur de cette campagne. Oui, plusieurs choses. Bon, d'abord, quand on regarde la décomposition de l'inflation, c'est-à-dire d'où elle vient, on s'aperçoit que la plus grande partie de l'inflation, elle vient d'une croissance rapide des produits importés. Donc, d'ores et déjà, les droits de douane ont un effet. Ça s'appelle l'inflation importée. Oui, donc on en est qu'au début. Parce que si on regarde la courbe d'inflation générale, bon, elle est pas bonne, elle est pas mauvaise, elle est bien. Par contre, si on regarde la courbe d'inflation de prix des produits importés, depuis les droits de douane, elle est quasiment verticale. Et ça devrait continuer à augmenter, donc. Et ça va continuer à augmenter. C'est pour ça que j'ai envie de dire, le pire ennemi de Trump, c'est Trump lui-même. Je veux dire, c'est vrai que à travers les instruments, enquête sur les soi-disant pratiques déloyales des concurrents, il va pouvoir remettre des droits de douane. Mais outre l'instabilité que ça va créer, les conséquences internes, c'est à la fin, à mon avis, ce qui va le stopper et le décourager. En tout cas, c'est le cœur de la campagne des démocrates. D'autant que les effets généraux de cette politique ne sont pas bons. Ils devaient, en principe, abaisser les chiffres de déficit du commerce extérieur. Ils ont légèrement augmenté. Le seul bénéfice, si on peut dire, c'est que le déficit avec la Chine a diminué,
Donc effectivement, là, il y a eu un effet. Mais quand on regarde, il faut toujours regarder plus en détail. Hein, ça, c'est l'économie. Que les données macro. Ben oui. Quand on regarde plus en détail, on s'aperçoit que les exports vietnamiens et les exports mexicains, eux, ont soared, comme on dit aux États-Unis, ont explosé. Et ça, c'est quoi? C'est les deux bases d'exportation de la Chine depuis qu'il y a des droits de douane. Donc, passe par le Mexique. Donc en fait, même sur la Chine, il n'y a pas eu d'effet. Il y a fort à parier que c'est passé par les bases exportatrices chinoises du Vietnam et du Mexique. Donc il faut bien avoir ça en tête. C'est que, c'est un matamor, etc. Mais ça marche pas très bien, hein, et c'est en passe de mal marcher. Et ce coût de la vie donc, va être au cœur de la campagne. Dans 9 mois, a priori, les prix ont encore augmenté un peu plus, à vous écouter tous les deux. Oui, il n'y a pas que le volet économique, c'est-à-dire qu'on parlait des évolutions au sein du Parti républicain. Il n'y a pas de doute que toute la mobilisation de ICE sur la question des immigrés illégaux a créé quand même un malaise au sein de la population américaine. Et puis le sujet du Groenland, des MAGA. Et le sujet du Groenland aussi crée des dissensions au sein du Parti républicain. C'est-à-dire qu'il y a une partie des républicains qui ne le suivaient pas sur ce qui risquait d'être une prise de contrôle par la force. Enfin, en tout cas, ce qui pouvait éventuellement se traduire comme ça. Et on a vu quand même là des figures républicaines prendre la parole et s'affirmer. Donc c'est là où il peut y avoir, je dirais, à la fois il y a une prise de confiance du côté démocrate, qui quand même était relativement absent là, ces derniers mois, et du côté républicain aussi, au sein du parti, un peu plus de questionnement. Inziad, vous êtes d'accord? Est-ce que les démocrates ont la bonne stratégie là, de s'attaquer, de parler du coût de la vie? À chaque fois, ça a été le thème de la campagne. C'était le thème de la campagne, la dernière campagne Trump-Kamala Harris. C'était le thème de la campagne 4 ans auparavant et ça redevient le cœur de la campagne. Le coût de la vie, il est très important parce que c'est ce qui touche le quotidien, parce que c'est ce qui fait la différence pour une personne. C'est les prix de l'essence, c'est les prix des fournitures pour leurs enfants, c'est les prix de la nourriture qu'ils mangent tous les jours. Donc c'est extrêmement important. C'est aussi quelque chose qui a fait en partie le succès de Donald Trump auprès de son électorat, parce que c'est quelqu'un qui a rapidement parlé du coût de la vie, qui a parlé du pouvoir d'achat dans le quotidien. Même si ces chiffres économiques ne sont pas aussi bons qu'il le dit, ils ne sont pas non plus mauvais. Donc il y a cette sensation que tant que Donald Trump arrive à garder une forme de stabilité économique et intérieure, je pense que son électorat est prêt à le soutenir jusqu'au bout. Donc ça va être dur tout de même pour les démocrates de récupérer. On dit qu'une des chambres pourrait quand même basculer côté démocrate. C'est loin d'être gagné. Maintenant, effectivement, je suis d'accord sur le fait que la première vraie fissure, elle s'est faite avec l'ICE, et notamment avec la mort de Alex Pretty, où là, on a senti sur plusieurs fronts qu'il y avait une vraie critique de la Maison-Blanche. Pas seulement sur la mort tragique de cette personne, mais aussi sur un sujet, par exemple, qui est très important pour les conservateurs, c'est le deuxième amendement et le fait de pouvoir porter des armes et de manifester. Ça, c'est un sujet dont on n'a pas beaucoup parlé. Mais pour les conservateurs, lorsque vous avez des gens de l'administration ou alors du cabinet de Trump qui disent « vous n'avez pas le droit de manifester avec une arme sur vous », ça les a enragés parce que c'est faux, parce qu'aux États-Unis, vous avez absolument le droit de manifester avec une arme sur vous. Donc ça a vraiment créé une fissure, paradoxalement, à la fois chez les progressistes et chez les conservateurs. Et ça va, je pense, avoir un impact sur le long terme. Dans cette sphère MAGA. Christian Hannet, ça va être quoi le secret pour les démocrates, là, s'ils veulent regagner au moins la Chambre des représentants? Il n'y a pas de secret. D'abord, il y a toujours la question du coût de la vie, c'est sûr, mais également, il y a ces questions plus, je dirais, émotionnelles sur ICE, par exemple, et sur the rule of law, le droit ici aux États-Unis. Il y a beaucoup de conservateurs qui voient les actions de cette administration et qui se disent que, bon, ce n'est pas une administration conservatrice. Bien sûr, il y a des membres du parti de l'extrême droite, les MAGA, qui sont fiers d'être MAGA et qui adorent le président, mais il y a beaucoup de républicains, des swing voters, des électeurs qui sont pas toujours décidés jusqu'au dernier moment, qui regardent les actions de cette administration dans la rue des États-Unis, à Minneapolis, à Washington, à Los Angeles et ailleurs, et qui se disent que ce n'est pas l'Amérique qu'ils connaissent. Donc, la grande faiblesse du Parti démocrate en 2024, c'était d'être aperçu comme le parti du status quo, le parti de l'État fédéral, si vous voulez.
Mais là, c'est peut-être un avantage pour le Parti démocrate d'être aperçu comme le parti capable de faire une sorte de restauration des valeurs américaines abîmées par cette administration. Mais le problème, c'est leur division, Christian Hanley, non? On peut dire que ceux qui ont boycotté le discours n'étaient pas forcément les mêmes que ceux qui sont restés. Il y a toujours cette division entre la gauche plus à gauche et puis celle du centre, non? C'est ça aussi, ça va être la difficulté. Peut-être une petite difficulté, c'est sûr, mais je dirais également que l'histoire, le narratif de cette division au cœur du Parti démocrate, c'est une histoire adorée, je dirais, par les médias américains. Ah, donc elle n'est pas réelle? C'est réel, mais c'est souvent exagéré à la télé, c'est clair. Vous pensez que ce ne sera pas clé Qu'est-ce qui va être clé, Indiane, à votre avis? Alors, il y a aussi ce projet de loi dont Trump a parlé lors de ce discours, qui doit obliger les Américains à s'identifier avant de voter. Alors ça, c'est aussi son dernier... parce qu'aux États-Unis, normalement, on vote sans montrer de pièce d'identité. Est-ce que ça risque de jouer aussi sur le scrutin? Oui, alors effectivement, en fait, vous avez une vraie division sur cette question, une division partisane. Les conservateurs et les républicains et ceux qui votent dans ce sens-là, généralement, sont pour que l'on montre sa carte d'identité lorsque on vote. Alors en France, ça peut paraître évident parce qu'on a effectivement l'habitude de faire cela. Mais aux États-Unis, c'est un peu différent et c'est l'argument des démocrates, c'est que vous avez beaucoup d'endroits où les gens n'ont pas de carte d'identité, n'ont pas de passeport. Aux États-Unis, notamment les populations les plus fragiles, les minorités, les personnes qui ne peuvent pas se déplacer, qui sont loin d'un centre du gouvernement, etc. etc. Donc c'est une vraie question partisane et là, et c'est intéressant qu'il en ait encore parlé, ça, en fait son discours de ce soir, d'hier du coup, c'est un discours qui a beaucoup parlé à sa base. Il n'a pas particulièrement élargi, il a resserré les rangs en parlant des sujets les plus importants pour sa base, notamment ce sujet-là qui peut paraître complètement trivial, mais en fait, il y a beaucoup de conservateurs et de républicains qui pensent qu'il y a des fraudes parce qu'il y a des gens qui se permettent de se déplacer, qui ne sont pas américains. Et ça réduirait, là, du coup, le nombre de votants. Si justement il fallait tout d'un coup montrer une carte d'identité. C'est-à-dire que les Américains qui sont de fait citoyens américains mais qui n'ont pas de passeport ou alors de carte d'identité n'iront pas voter, ça oui. Et a priori, ils seraient plutôt dans l'électorat démocrate. C'est le calcul de Trump, j'imagine. C'est plutôt généralement des personnes, alors c'est pas que des démocrates, mais en tout cas c'est plutôt des personnes qui sont dans la ruralité, des personnes issues des minorités, des personnes en fait les plus vulnérables. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Indiane. Benjamin Correa, merci. Elvire Fabry, merci à vous, Christian Hanley, d'avoir été avec nous en direct de Washington. Et merci pour votre fidélité. Vous retrouvez l'émission sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Restez avec nous.